Bonjour tout le monde, et bien bienvenue pour cette interview. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Massengo. Je suis fondatrice de Time for Action, hein. J'ai travaillé 10 ans en cadre plutôt en ressources humaines. Et puis j'ai décidé de créer les ressources humaines comme je l'entendais, en gérant des talents, aidant les personnes qui sont vraiment à l'étroit dans leur job, qui ont envie d'impacter, exploiter leurs talents, mais qui ne savent pas quoi faire. Et puis moi, je les aide vraiment à trouver une activité où ces personnes pourront briller au quotidien. C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé de donner la parole à une personne experte dans plusieurs domaines qui va nous partager des clés, vous verrez, qui pourront vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Eh bien, je vais laisser la parole à Régine. Régine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, on va essayer de faire ça. Donc, moi, je suis d'abord, merci Sarah pour l'invitation. Donc, je suis Régine Kouakou. Ça fait près de 10 ans que je fais le métier de coach de vie à temps plein. C'est un métier fantastique et finalement qui se résume en deux lignes. C'est que j'aide les gens à connecter avec un bien-être émotionnel et surtout à garder la constance à travers différents outils, comment chaque personne, selon sa personnalité, ses expériences, son vécu, ses difficultés, arrive à connecter avec la paix, avec le bien-être, avec la joie et surtout le maintenir. Donc, finalement, en deux mots, c'est tout ce que je fais. D'accord. Merci pour cette belle présentation, Régine. Et justement, Régine, pour les personnes qui vont nous regarder, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les étapes de ton parcours qui t'ont amené à exercer le métier de coach? Voilà, ça nous intéresse. C'est intéressant ta question. Donc, encore une fois, ça me prendrait 2 semaines Oui, avant j'imagine. Mais vraiment, j'ai passé 25 ans dans le monde corporatif. Donc, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans dans le monde corporatif. À l'époque, c'était Pricewaterhouse. Et là, ma carrière comme j'ai eu beaucoup de chance au niveau carrière et j'ai commencé à gérer l'administration, les bureaux. J'étais très jeune, je pense que j'avais même pas 21 ans. Et ça a été ça. Donc, jusqu'à mon arrivée ici à Montréal, moi, j'étais en Haïti à l'époque, jusqu'à mon arrivée ici à Montréal en 2005, où j'ai continué aussi la même super belle carrière. Et en 2012, j'ai réalisé que vraiment j'étais au top. J'avais tout vu, tout fait et ça ne m'animait plus. Ce n'était plus qui j'étais. Hum, Je n'étais plus remplie et je commençais à ne pas du tout aimer ma vie. Et d'accord. je dois préciser que dans ma vie aussi, pas seulement au niveau carrière, mais au niveau personnel, j'étais quelqu'un qui avait tout sur papier. Si tu regardes le Hum, papier, tu dis, elle a tout, mais émotionnellement, j'étais souvent déprimée, je souffrais d'anxiété, tous les troubles mentaux que tu vois que hum, les gens de cette société qu'on gère, mais je les hum. avais tous. Donc, en 2009, en 2011, j'ai pris ma première formation en coaching de vie. D'accord. J'avais passé 7 ans en thérapie. D'accord. Et Comment là, t'es venue, excuse-moi Régine, je me permets de te poser la question de faire cette formation du métier avec le métier de coach. oui. Pourquoi tu me dis? Comment t'es venue justement à cette Ben formation? justement, parce que je devais gérer ce côté émotionnel qui allait très mal, comment on appelle ça, les phobies, tout. Et j'avais pas réussi à le faire avec un psychologue, malgré que j'avais passé 7 ans. Donc là, c'est en prenant ma première formation de coaching, j'ai dit première parce que j'en ai pris plusieurs, mais ça a été pour moi. Et c'est ça qui m'a connecté, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que je pouvais laisser faire mon passé, arrêter de blâmer tout ce Hum, qui aurait pu m'amener là. Et j'ai découvert qu'il y avait la possibilité que moi, je commence à créer la vie que je voulais et en me connectant avec la paix et le bonheur que moi, je voulais, que j'avais compris que je pouvais avoir. Et c'est d'accord. là que ça a complètement changé ma vie. En 2012, j'ai laissé une très, très belle carrière, j'avoue. Ça a été un très gros choc pour mon entourage parce que c'était comme, tu fais ça, c'est comme les gens te regardent et disent, mais c'est de la folie Ouais. pure, Hum, pure. hum. Mais c'était mon bien-être émotionnel dépendait de cette décision. D'accord.
c'est une décision qui m'a coûté très, très, très cher au niveau, beaucoup au niveau financier, au niveau relationnel. Mon couple a éclaté. Tout, vraiment, ça a été un très gros chamboulement dans ma vie. Mais c'est la voie que je devais choisir et je n'ai aucun regret. Donc aujourd'hui, j'ajoute aussi que je suis auteur. J'ai publié 2 livres avec des maisons d'édition, un livre à mon compte personnel, un e-book sur les communications. Je suis aussi conférencière et j'ai ma propre formation en coaching de vie aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, puis je le comprends et puis j'avais besoin de créer quelque chose qui était différent pour que chaque personne se trouve et non qu'on sorte des boîtes dans lesquelles on essaie de nous mettre. Donc, tu vois, je te dis, je prendrais 2 semaines pour vraiment résumer. Mais moi, je pourrais te poser plein de questions. Je me dis, waouh, c'est hyper passionnant tout ce que tu dis. Et tu vois, j'ai envie de quand même te poser une question par rapport à ton parcours. Tu vois, tu as dit que tu étais dans un confort financier, tu avais un bon salaire et que tu as dû quand même affronter le regard de tes proches. Tu t'es séparée même de ton conjoint. Comment tu as eu ce courage, Régine, de passer à l'action? Ça, je vais répondre à toute personne qui se pose cette même question. Il n'est pas dit que tout le monde soit obligé de passer à travers ce moule dans lequel je suis passée, d'accord? Mais c'est important de comprendre que quand tu as cet appel, quand tu n'es plus capable d'être dans la vie dans laquelle tu es, si tu ne prends pas la décision de le faire, la vie va prendre la décision pour toi. Et c'est là que tu vas voir que beaucoup de gens, moi j'ai pris cette décision, je l'ai choisie, la décision. Beaucoup de gens vont venir à toi, Sarah, parce qu'ils vont avoir fait je ne sais pas c'est quoi l'expression française, mais ici on l'appelle un burn-out carrément. On dit ça aussi. Ils vont faire un burn-out, il va avoir un divorce avant. Moi, j'ai eu ma séparation par rapport à ma décision, mais certaines personnes, ça va être à la suite d'un divorce qui remet toute leur vie en question, parfois à la suite de la perte d'un être cher. Il y a quelque chose qui va les secouer et qui va les forcer à prendre une autre tangente. Donc, quand on ne se sent pas bien, on a intérêt à s'asseoir et à choisir librement de faire un autre choix parce que la vie finit quand même par nous amener à le faire. Donc, c'est ça c'est ce que je vois beaucoup autour de moi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Régine. J'en suis sûre que ça fera écho auprès des personnes qui vont nous regarder. Et est-ce que, Régine, j'aime beaucoup, tu parles d'avoir un appel, donc tu as senti que tu avais un appel pour faire autre chose. Est-ce que tu estimes, Régine, qu'il y a, entre guillemets, un prix à payer pour pouvoir suivre son appel? Sarah, moi, je pense qu'il y a un prix à payer pour tout, mais il ne faut pas qu'on le voie de manière négative. Parce que, par exemple, moi, j'avais beaucoup peur de souffrir et puis j'avais peur de la souffrance. Ce n'est pas une souffrance. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Il y a il y a un cheminement à faire. C'est la vision de la personne qui va déterminer si l'expérience est souffrante ou si elle est propulsante, si elle t'aide à grandir. Aujourd'hui, la coach que je suis, et toi aussi probablement, c'est basé sur tout ce que moi aussi j'ai eu à traverser, qui fait que quand le client vient devant moi, je suis complètement en paix et je peux lui sortir 30, 40, 50 outils parce que j'ai traversé pour la plupart ce que eux aussi ils ont vécu au niveau émotionnel. Quand quelqu'un vient me voir et me parle d'anxiété, Sarah, écoute, moi, je vais t'écrire un livre sur l'anxiété. Et je suis sortie. Tu comprends? Est-ce que mon anxiété était nécessaire pour que j'aide les gens? Probablement non. Est-ce qu'elle me sert, mais à 150%? Oui. Donc, à le revivre, pour te dire vrai, je le revivrai parce que quelqu'un vient me voir, ça lui prend quoi? 10 sessions, 5 sessions, 4 sessions pour qu'elle sorte de son anxiété. Pourquoi? C'est comme si moi, j'ai fait le cheminement pour elle. Donc, j'ai trouvé ce qui fonctionne. Et c'est là que les gens, ils doivent comprendre. C'est pas qu'on a un prix à payer. Tout cadeau vient avec, il y a une transformation. Donc, quand on le voit en termes de transformation, ta vision de cet inconfort va être différente si tu te dis que cet inconfort va finir par te servir.
Et l'inconfort nous amène à apprécier, l'inconfort nous amène à grandir, ça nous transforme. On est obligé de laisser tomber, par exemple, moi j'ai laissé tomber beaucoup d'ego, beaucoup tu sais, j'avais une certaine arrogance face à la vie, j'étais très gâtée financièrement et tout, émotionnellement, en amour. Donc ça te fait te déposer tranquillement. Ça vient te connecter avec ton humilité. Et quand on se connecte à notre humilité, on devient automatiquement de meilleures personnes, plus aptes à servir les autres. Donc, je pense que c'est nécessaire, mais ce n'est pas aussi négatif que les gens, que les gens le disent ou le pensent. Je suis entièrement en phase avec ce que tu dis, Régine. Et c'est sûr que c'est vrai que le prix à payer, finalement, quand on parle d'inconfort, tout changement vient avec des situations inconfortables et c'est comme ça qu'on grandit. Et en plus de ça, de ce que tu dis, tu vois, ça sert aussi à instruire les autres, à aider les autres et davantage empathique à l'écoute. Et c'est un petit peu, je pense, dans les fondements aussi de ton activité. C'est grâce à ton parcours de vie que tu peux aussi exercer ce beau métier. Oui, parce que ça aide. Il n'est pas dit qu'un médecin soit obligé d'avoir eu le cancer pour soigner Oui. un autre patient, c'est clair. Ouais. Mais disons qu'un patient tombe sur un médecin qui a eu le cancer, le médecin ne va pas le soigner ou la soigner de la même manière parce qu'il saura exactement ce qu'elle traverse. Tu sais, quand tu vas prendre telle chose, moi, j'avais trouvé qu'en prenant 2 cuillères de sucre, 3 grains de sel, ou tu sais, il y a un apport d'expérience personnelle qui ajoute à l'expérience et qui facilite, entre guillemets, le traitement ou l'aide qu'on apporte à la personne. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci Régine. Donc j'essaye de diriger l'interview parce qu'il y a tellement de sujets intéressants là que tu abordes et puis moi j'ai tendance à me disperser. Bon. Je voulais te parler aussi, donc voilà, par rapport aussi à la thématique qu'on va essayer d'approfondir ensemble, c'est par rapport aux besoins. Comment communiquer efficacement sur ces besoins. On va commencer déjà par le travail, puis ça fait référence aussi à ton e-book. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés? Qu'est-ce que tu aimerais? Parce que dans la communication, il y a différents volets. Et la communication, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est la clé, c'est le pilier, c'est ce qui garde une relation, dans toute relation. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on communique dans tout. Tu vas à l'épicerie, tu as besoin de quelque chose sur l'étagère, tu communiques avec le commis pour lui demander. Il y a ton attitude, ta manière de parler, ta manière de poser la question va déterminer aussi la manière dont lui, il va interagir avec toi. Donc, la communication, c'est un sujet qui est très vaste et dans lequel moi, j'amène les gens à se responsabiliser. Ça veut dire, en communication, Sarah, l'approche que tu as vers l'autre va souvent être ce que tu vas recevoir. Donc, Exactement. Quand on parle du fait que j'ai raison et je suis abusée, on m'a fait, je suis, et là, on s'entend, je ne parle pas de violence, je ne parle pas de cas extrêmes. Je parle de gestion émotionnelle normale parce qu'il faut faire attention que les gens, oui, il y a des gens qui sont abusés vraiment, je ne suis pas là. On parle de communication normale, OK? Oui. Donc, à ce moment-là, si toi, tu as toujours l'impression que tu as raison, on te fait du tort, puis c'est toi, tu vas automatiquement avoir un problème de communication et pas juste dans tes relations amoureuses, pas juste au niveau travail, avec n'importe qui. Parce que tu portes en toi l'attitude de quelqu'un qui a l'impression qu'elle doit prendre sa place. Et c'est une énergie qui repousse, c'est une énergie qui les gens se trouvent butés quand ils communiquent avec toi. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de réceptivité parce que c'est réciproque. Donc, la communication, ça amène les gens, enfin, mon approche en communication, je me responsabilise et c'est ce qui me donne le pouvoir de réussir ma communication en me responsabilisant. Qu'est-ce que je veux recevoir de l'autre? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir ou, en termes de changement ou en termes d'émotion?
Parce que parfois, c'est quelque chose de tangible, mais parfois, c'est juste un besoin émotionnel qui n'est pas comblé. La manière dont tu vas l'amener va être ce que tu vas recevoir. Tu l'amènes avec agressivité, tu reçois les gens qui sont sur la défensive. Tu l'amènes avec douceur, il se pourrait qu'on ne t'entende pas la première fois, mais si tu sors du cadre et te dire on me fait, c'est ça le drame de la posture de victime, tu veux dire. C'est la pire approche en communication. J'ai une vidéo sur TikTok qui avait été virale, mais vraiment comme la première journée. Elle disait, dans la communication, tu vas découvrir que le plus important, selon moi, et selon Foucault, beaucoup de gens, c'est pas d'avoir raison, mais c'est d'être en paix. Ouais. Et le jour qu'on arrive à faire, c'est la plus grande liberté que tu puisses te donner à toi. Ouais. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, je suis capable de m'exprimer, l'autre va le recevoir ou non, moi je veux ma paix. Et moi, je ne sais pas, mais parce que je n'étais pas quelqu'un qui savait communiquer, hein. Justement, j'étais quelqu'un qui était assez... quand tu souffres d'anxiété, puis quand tu n'es pas bien avec toi-même, donc tu es toujours sur la défensive. Tu as toujours besoin de faire un point. C'est tout à fait juste, Régine. Et tu vois, comme tu as travaillé aussi en entreprise, et moi, je vois avec les personnes que j'accompagne, donc tu vois, quand on parle de communication, aussi par rapport à exprimer ses besoins, ses relations conflictuelles avec son employeur, un manager qui est assez distant, qui ne valorise pas trop ses collaborateurs, etc. Moi, j'en suis en phase par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner aux personnes qui nous regarderont, qui sont dans ce genre de situation, qui sont en phase de transition, etc. C'est sûr que mon livre est très, très détaillé par rapport à ça. Il y a plus que 25 attitudes et choses que tu puisses faire lorsque tu vas avoir une conversation. Mais je peux te dire que la première chose, c'est vraiment, il y a des exercices aussi que je donne, c'est définir pourquoi tu veux parler. D'abord, parce que parfois les gens, ils parlent sans savoir pourquoi. Quand je vais ouvrir la bouche, quel est le résultat que je veux avoir? C'est la première chose qui est importante à comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il se pourrait que la personne te dise oui et il se pourrait aussi que la personne te dise non. Il faut que tu t'attendes à ce que tu sois écouté ou pas. Il n'est pas dit que parce que tu vas ouvrir la bouche, soit il y a des gens qui vont y aller, oh, de toute façon, je vais parler, ça ne va pas servir. Il y a des autres, oui, il y en a, le tempérament, je ne veux pas citer de nom, mais le tempérament des gens qui disent, ouais, on me fait. C'est probablement des gens qui vont ouvrir la bouche déjà avec beaucoup de négativité et parce qu'ils ne s'attendent pas à recevoir de toute façon. Donc, à ce moment, je me dis communication ridicule, on n'y va pas. Et tu vas avoir la personne qui ne va pas accepter le non. Mais on est obligé de regarder qu'il se pourrait qu'on ait un non aussi. Donc, qu'est-ce que je veux recevoir? L'idée, ce n'est pas que c'est la personne qui a tort ou qui me fait. À tort ou à raison, voilà comment moi je me sens et voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir selon ce que tu auras identifié que tu veux recevoir en termes d'émotion. Et maintenant, la dernière chose, c'est de comprendre, ça peut être un oui et ça peut être un non. Si c'est un oui, c'est génial. Si c'est un non, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'on découle avec d'autres choses. C'est pas un non, ça ne veut pas dire est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Si je reste, voilà les conséquences. Ça veut dire que je suis obligée d'accepter que c'est un non. Je ne reste pas en me disant je vais me battre avec eux, là. C'est pas ça l'idée. Tu veux ta paix. C'est comme, OK, je vais rester parce que, ou je pars parce que. C'est sûr. Mais quand on demande une communication, Sarah, moi, j'encourage les gens à toujours utiliser le terme à tort ou à raison. C'est comme, quand je viens te parler, Sarah, je ne dis pas que tu as tort. À tort ou à raison, Sarah, je pense que. Parce que pour moi, voilà ce qui me convient. Très juste. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que, tu vois, quand tu parles de cette phase de préparation, elle est importante. Et en plus de ça, tu vois, il y a des personnes, moi je vois avec les personnes que j'accompagne, il y en a parfois qui vont se priver d'agir, de parler, parce qu'ils vont anticiper un non. Alors que je pense que ce qui procure aussi, ce qui fait du bien et ce qui apporte si la paix, c'est d'essayer de prendre la parole et de communiquer. Et rien que le fait d'arriver à cette première étape, qui n'est pas rien, eh bien, je pense que c'est dommage de se priver de ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Oui, il faut s'exprimer. Mm. Parfois, on peut attendre. Parfois, la vie arrange les choses. Parfois, parfois. Mais le plus souvent, je pense que c'est important d'exprimer de la bonne manière Oui, ce qu'on ressent parce que l'autre ne peut pas deviner ce que tu as en tête. ouais, c'est vrai. C'est Si vrai. tu ne le dis pas, Ouais, après ne me dis pas que tu n'as pas reçu. ouais. Si on emploie quelqu'un d'autre et puis on lui donne un plus gros salaire que toi ou on le met à quel moment tu avais dit, moi j'aimerais ça une augmentation de salaire Ouais. ou j'aimerais ça plus de responsabilité. Si tu ne le dis pas, il ne faudrait pas que après, lorsque ça se passe, j'ai pas dit que c'est ta faute, c'est pas ça. C'est Mm. juste qu'à un moment donné, la personne avait assumé à tort que tu étais satisfait ou satisfaite Mm. des conditions dans lesquelles tu Ouais, travailles présentement. ouais. Non, mais c'est tellement vrai. En fait, les personnes pensent que, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans nos têtes. Et en fait, je pense que l'art de savoir communiquer, c'est vraiment une arme puissante parce que tu vas pouvoir retranscrire ce que tu as dans ton esprit. Donc, après, je pense qu'avec la pratique, bah, tu parviens à mieux faire passer ton message et ça veut dire que tu parviens plus facilement à ce que tu veux réaliser. Il peut y avoir des échecs, effectivement, mais c'est vraiment ça s'apprend hein, par la pratique. Ouais. Oui, ça s'apprend et ça s'apprend en dédramatisant, ça Ouais. s'apprend en se responsabilisant, ça s'apprend en arrêtant la dynamique de l'autre a tort, j'ai raison ou j'ai tort, l'autre a raison. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Il y a des points de vue qui sont similaires ou différents parce que chacun a une réponse ou un point de vue basé sur ses expériences, ses peurs, ses attentes, Mm. ses échecs. C'est personnel à chacun. Donc, la communication, c'est vraiment une négociation en tout temps. Je Mm. veux ça et l'autre te dit, je peux donner ça ou je ne peux pas donner ça. Mm. Ouais. Donc Et là, ce n'est Régine, pas l'autre qui doit changer, c'est toi qui dois savoir qu'est-ce que je fais avec cette réponse. Qu'est-ce que je suis capable, combien de temps je peux gérer, qu'est-ce que je fais. C'est toi, toi. Et c'est libérateur. libérateur, ouais, c'est vrai. Régine, est-ce que tu as des conseils justement pour des personnes qui ont justement du mal avec le fait qu'on puisse leur dire non et que voilà, ça les touche profondément et après ils ont du mal justement à repartir. Un non, Sarah, ça dérange tout le temps. C'est sûr que ça dérange. Quel que soit le travail que j'ai fait sur moi, euh, un non ne me déstabilise plus parce que j'ai appris Voilà. la Ouais. liberté individuelle. Un non va arrêter de te déstabiliser quand toi, tu vas être aussi confortable à dire non. Donc, Mm. le non vient à faire partie d'une dynamique naturelle de la Ouais. vie. Ouais. On a le droit de me dire non, tout comme moi, j'ai le droit de dire non. Quand je dis non, je ne suis pas contre l'autre. Et donc, quand l'autre me dit non, l'autre n'est pas contre moi. Ouais. Et tu vas voir que les gens qui ont de la difficulté avec le non, à recevoir le non, c'est des gens qui ont de la difficulté à dire non. Ouais. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Vraiment, c'est très juste. En fait, le processus, il se fait dans les deux sens. Et c'est vrai que, de toute façon, après, il y a l'effet miroir. Enfin, l'autre va un peu rejeter l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, plus forcément, on travaille sur nous et on apprend vraiment à être responsable hein, de ce Ouais. qu'on veut vraiment réaliser, tout va s'éclaircir. Mais une fois que tu vas avoir quelqu'un qui est confortable à dire non, mais pas une personne agressive, c'est comme, ah non, là maintenant, je ne peux pas, ça ne me convient pas, allons essayer plus tard ou quelque chose. Ouais, Un non qui est donné dans le ouais, fait de ça ne correspond pas à ce que je peux donner maintenant. Quand quelqu'un a l'habitude de le dire naturellement puis gentiment, ouais, tu vas voir que cette personne n'a pas de misère non plus ou de difficulté ouais, à recevoir ce non. OK? Moi, exactement. parfois, ça m'arrive, je dis, oh, pourquoi on m'a dit non? Et puis là, je dis, oh, c'est pas grave, parce que moi, Ouais, je dis non. Je dis souvent non. Je me sens libre de dire oui ou non. Donc, exactement. je laisse les gens libres la plupart du temps de dire oui ou non. Maintenant, Mm. là, si tu rentres dans mes enfants qui me disent non, alors là, je prends ça super mal. C'est comme, mais c'est parce qu'il y a des relations qui sont très personnelles où le non, ben là, c'est comme ça vient chercher quelque chose d'autre. Mais Ouais, autrement, sur une base plus professionnelle ou de vie habituelle, ou mes amis, par exemple, il y a des noms mutuels en toute liberté. Il n'y a pas cette imposition de comportement pour plaire à l'autre. Il n'y a pas ça. ouais. Mais
Il y a des relations, écoute, un enfant qui te dit non, là, c'est comme à chaque fois, tu vas le prendre personnel. Quelque chose. Je prends au défi de tester mon petit bonhomme hein, de 5 ans, parce que c'est sacré petit chou, celui-là. Et Régine, est-ce que, là, j'essaie de voir en fait une question qui pourrait aussi aider notre audience par rapport ses besoins dans son entourage personnel. Donc, je vais préciser le contexte. Moi, les personnes que j'accompagne sont en transition. Elles vont parfois, enfin maintenant j'ai ouvert aux hommes, donc voilà, ces hommes et ces femmes vont changer de carrière, se reconvertir, créer leur entreprise, et puis justement pour communiquer auprès de leurs proches par rapport à cela. Est-ce que tu aurais quelques, de manière synthétique, on pourrait parler pendant longtemps, quelques clés? Il n'y a pas de clé, mais il y a une chose que les gens doivent être prêts à, comment je dirais, ils doivent être prêts à faire face à cette réalité. L'autre et ton entourage, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, n'est pas obligé de te comprendre. Ouais, c'est vrai. Et oui. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord. Il se pourrait qu'ils ne soient jamais d'accord. Il se pourrait qu'ils ne comprennent jamais. Parce que ce n'est pas leur besoin, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas, leur mission, c'est pas eux, ce n'est pas leur ressenti. Ça fait un. Donc, on ne peut pas leur demander de comprendre quelque chose qu'ils ne ressentent pas. On ne peut pas leur demander. Aussi bien que toi que moi, quand les gens viennent aussi en transition de carrière, les gens disent, surtout les jeunes entrepreneurs, ils disent, oui, mais là, mon mari, il ne me soutient pas, ou encore, moi, je trouve que ma conjointe, oui, mais ce n'est pas cette personne qu'elle avait épousée. Ce n'est pas cette personne qu'elle avait rencontrée. Ce n'est pas avec cette personne qu'elle s'était mise en couple. Elle n'est pas obligée de comprendre. Ce n'est pas cette personne qu'elle avait rencontrée. Moi, quand ma relation, mon couple a éclaté, mais je n'étais pas du tout la même personne que mon ex-conjoint avait rencontré. Il avait rencontré une fille qui travaillait dans le milieu corporatif, avec dans le milieu, qu'on appelle ça encore, du milieu exécutif, recrutement exécutif. Ce n'était pas du tout la même personne assise chez moi à travailler en legging, à faire ma méditation. C'est comme, oui, mon couple aurait pu passer à travers parce que tout le monde se serait ajusté. Mais en même temps, tu peux comprendre que l'autre personne, mais là, excuse-moi, tu n'es plus cette personne. Et toi aussi, quand tu changes, tu te poses la question, mais cette personne, au fait, en réalité, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne anxieuse ou qui a besoin de stimulation extérieure. Est-ce que cette personne me convient aussi toujours? Ouais, c'est sûr. C'est là que ça devient intéressant. OK? Difficile pour certains, facile pour d'autres, mais intéressant. C'est que la transition de carrière, la transition, le changement de vie amène un changement partout. Oui, c'est sûr. Ouais, il y a une sélection naturelle qui se fait. Mais même, on parle de famille, mais même les amis, ça va. Ouais. Même les amis, c'est plus la même conversation, c'est plus les mêmes intérêts. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont tomber. Il y a des couples qui vont devenir encore plus forts, il y a des couples qui vont éclater. Il y a plein de choses qui vont se passer. Mais on ne peut pas demander à l'autre de nous comprendre. Ça là, je vais le dire, je regarde la caméra. Vous ne pouvez pas demander à votre conjoint ou à votre conjointe de comprendre votre transition de vie. Et tu vois, Régine, finalement, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et tout en sachant ça, c'est dur hein, dans la réalité, mais je pense que c'est comme ça qu'on devrait agir. C'est-à-dire, même si on ne se sent pas compris par notre entourage, ça ne devrait pas être une raison pour repartir en arrière ou pour abandonner. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes, quand ils sont confrontés à ce genre de situation, elles ont tendance en fait, à baisser les bras parce que ça peut être décourageant. Tu sais, Sarah, quand on parle de changement de transition de tout, toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, qui l'ont déjà fait, comme on disait au début, ce n'est pas quelque chose qu'on a le choix. C'est quelque chose qui est tellement, qui nous habite tellement, c'est tellement fort que tu ne peux pas dire « je ne vais pas ». C'est comme
moi, j'étais prête à tout sacrifier. J'ai fait des sacrifices qui n'ont même pas d'allure, que même moi, je dis c'est de la folie, Ouais. parce que je n'étais pas du tout prête à pouvoir continuer Mm. le mode de vie d'employé, d'horaire, de cadre, de boîte. Mm. De toute façon, ça m'aurait tué. De toute Ouais, c'est façon. ça. Non, mais c'est très juste, ça t'aurait tué. On a un parcours, enfin, moi, je me reconnais à travers ce que tu dis. Tu vois, moi, personnellement, ça a été, c'est vrai que, du coup, mes proches, enfin, mes amis proches et mon mari, mes parents, enfin, c'est vrai qu'ils m'ont pas compris. Au démarrage, ils m'ont dit, t'es complètement folle. Enfin, après, bon, j'étais un peu seule, mais j'ai continué d'avancer. Et puis après, certaines personnes, en voyant l'impact positif que ta transformation a sur toi, eh bien, ça peut créer en fait des liens encore plus forts. Enfin, moi, c'est ce que je vois maintenant, c'est une autre relation que je vis avec mon mari, avec mes amis, avec mes parents. Et c'est vrai que maintenant, ben, enfin, je suis d'autant plus authentique, donc ça passe ou ça casse, quoi. Exact. Et ça vient parce que, pourquoi? Parce que tu es mieux avec toi-même. Ouais, Tu es plus en paix, tu as un ouais, aliment. C'est que oui, il mm, y a des difficultés, mais il y a des difficultés partout. ouais, Mais au moins, c'est quand tu fais quelque chose qui t'allume, qui t'habite, mm, qui te remplit. Moi, ça me remplit. Alors que avant, avant, je te dis, j'étais super mal. Donc, c'est même pas une affaire d'argent finalement. ouais, C'est même pas une affaire. ouais, C'est à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te remplit, qu'est-ce qui te propulse, qu'est-ce qui te fait vibrer, mm, je ne sais pas, je n'ai même pas d'expression. C'est comme moi, sous aucun prétexte, j'aurais pu continuer. Aucun prétexte. mm, Donc, les gens, comme tu dis, pour qu'on réponde à ton public, même s'ils font marche arrière là, ils vont quand même dans 5 ans, dans ouais, 3 ans, dans 5 ans. Ce n'est pas un marche arrière. Ils peuvent choisir de reporter l'échéance du changement. Mais mm, le changement, si tu es aussi mal, comme on a dit au début, là, si tu es aussi mal, ce changement, il va venir te trouver quand même. mm, ouais. À un moment donné, il y a un niveau de burn-out que tu fais là, tu ne peux pas me dire que tu peux retourner au travail. Tu retournes au travail, tu refais un autre burn-out. Est-ce que tu en as rencontré des gens que ça fait 3 ans qu'ils ne peuvent pas retourner au travail? Mm, ouais. Je pense que le message est clair. Le message est clair, ouais. Après, voilà, est-ce qu'on est prêt à l'entendre ouais. De toute façon, tu vois, notre corps nous porte et après, il nous envoie des messages. Et après, en fait, ça frappera encore plus fort. Donc, si tu ne comprends pas, il y aura d'autres alertes. Et puis, voilà, jusqu'à un point, parfois, de non-retour, hein. Ouais. Ouais. Et quand on a compris ça, je pense que on est beaucoup plus attentif. Ça C'est change. difficile, mais on devient, On devient... voilà, c'est s'autoriser. Ouais. S'autoriser, ne pas regarder cette transition comme quelque chose, on ne perd pas dans cette transition. Mm. Les gens peuvent dire, on a perdu, c'est parce que vous regardez le côté matériel. Ouais. Le côté Mm. émotionnel, on ne perd pas. Et le Mm. côté matériel, de toute façon, après la période de transition, les sacrifices et tout ce Ouais. qui vient avec tout changement, mais là, à ce moment, ça aussi, ça vient se stabiliser. C'est Mm. comme quelqu'un qui veut bâtir la maison de ses rêves, mais de toute façon, on doit passer au stade de fondation, de bruit, de complications, d'imprévus, de budget, de gérer les gens, de déception avant d'avoir cette belle maison. Mm. Mais c'est la même chose quand tu choisis que tu veux avoir une belle vie différente, où tu te sens rempli, tu te sens comblé, que tu te sens au service des autres et que quelque chose qui t'allume. Mais je pense que ça prend aussi les sacrifices normaux que tout projet dans la vie Mm. demande. Merci beaucoup, Régine. Waouh! Je regardais cette interview quand quand je vais la poster. Je suis certaine que les personnes enfin, qui regarderont voilà, cette vidéo seront vraiment impactées. Euh, Est-ce que, Régine, pour te contacter, alors, est-ce que je mettrai donc les infos en bas de la vidéo, donc de ton e-book. Pour te contacter, c'est plus sur quel réseau social? Moi, pour me contacter, n'importe lequel, Ouais, hein, que l'on me c'est vrai qu'en contacte même sur temps. Facebook, qu'on me contacte sur Instagram, Régine Kwaku, c'est toujours moi, Régine Kwaku, ou encore qu'on m'envoie un message à travers mon site internet reginekwaku.ca. Moi, je réponds toujours et ça me fait vraiment toujours plaisir d'aider les gens. Et Donc, sur TikTok oui, aussi. Je t'ai pas vu sur oui, TikTok, mais justement, mon ancienne cliente disait que tu as une grosse communauté là-dessus.
Oui, je suis presque à 100 000 là. Je pense qu'on sera à 100 000 cette Wow, semaine. Oui. J'aime beaucoup, ce sont des gens qui sont très, 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 très aimables, d'accord, qui ont une soif d'apprendre. Je pense que les d'accord. gens ont une fausse impression de Ouais, TikTok. j'ai un peu Beaucoup de gens. peut-être des préjugés sur ce réseau social, Ouais, mais tu vois, j'en avais aussi. Puis c'est ça. Et puis Sarah, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que tu es sur la bonne voie et puis les gens ont besoin les gens ont besoin de tes services. Et puis c'est ça, pour qu'on puisse se faire aider, se faire accompagner, ça facilite la vie. ouais, ça facilite, ouais. Ça Moi, facilite, surtout pour mm, des personnes qui ont déjà vécu le même genre d'expérience. Ce sont des gens qui sont encore plus outillés euh, pour, euh, pour aider les gens en transition, c'est ça. exactement. OK. Merci à toi, Régine. Eh bien, je te souhaite une OK. bonne journée, hein, parce que nous, c'est Merci. plutôt le soir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, À merci pour très tout ce que bientôt. tu nous as apporté. Oui, Sarah. Merci à toi.